Ces deux personnages qui au départ ne devaient rester que 3 mois dans Plus belle la vie sont toujours là. Ils sont même devenus 2 des héros les plus populaires de la série. Merci tout le monde. Qu'est-ce que ça a changé Plus belle la vie dans ma vie? Je dirais à peu près tout. Nous vous raconterons ce que les deux comédiens, Léa François et Stéphane Hénon, ont fait pour se rendre indispensables à la série. Ils vont aussi revenir pour nous sur les scènes qui les ont le plus marqués. Non mais vous êtes malade ou quoi, lâchez-moi! À partir de cette scène-là, il y a eu un énorme élan sur Internet. Vous allez aussi revivre les séquences qui les ont le plus émus. Je t'aime, ma fille. Alors on devait pleurer dans la scène, mais je pense qu'il y avait un petit peu de vérité aussi dans notre jeu. Je suis très ému en parlant d'elle. Scène culte. Rebondissements spectaculaires. Mais aussi les fous rires les plus incontrôlables. Vous pensez que je peux passer la voix? Je pense, oui. Une virée exclusive dans les coulisses de la série. Bienvenue dans Plus belle la vie, les secrets de Barbara et Boer. Stéphane Hénon et Léa François, respectivement Jean-Paul Boer et Barbara Evenot, sont indissociables de Plus belle la vie. Boer a fait son apparition dans la série en 2007, Barbara en 2009. Et comme pour tous les autres comédiens, le passage obligé pour se retrouver dans la série, c'est le casting. Bonjour, Stéphane Hénon, 1m75, j'ai 40 ans. J'étais venu pour un rôle d'agent immobilier, un peu véreux. Donc j'ai passé ce casting en costume, chemise blanche. J'étais bien sapé quoi, pour un agent immobilier, tu vois, qui est propre sur soi. Les locaux que votre père m'a proposés me conviennent parfaitement. Et sa fille me convient plus encore. Alors, on va choisir entre les deux choses si je peux avoir les deux. Expliquez-moi. En fait, on m'a rappelé pour me dire que ça fonctionnait pas, qu'il prenait quelqu'un de plus jeune. Dommage. Mais on m'a proposé un rôle de flic raciste. Là, j'étais content. Et je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, tiens, bizarre quand même de passer de l'agent immobilier au flic raciste. Peut-être que je les ai inspirés, je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai fait, ok, il n'y a pas de souci. Ce qui me gênait, c'était de porter l'uniforme. Je leur ai dit, d'accord, si je ne porte pas l'uniforme. Et bien sûr, le premier jour du tournage, j'ai porté l'uniforme. Boer, Oui, capitaine. vous êtes ici depuis combien de temps? 1 mois, capitaine. J'ai lu vos états de service. Oh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je vous assure, je regrette. On verra. De son côté, Léa François n'a pas passé un, mais plusieurs castings avant de pouvoir endosser le costume de Barbara. J'avais passé un casting pour Plus belle la vie il y a plusieurs années. Et quand j'étais arrivée au casting, on m'avait dit « Ah non, mais c'est pas possible, tu ressembles trop à quelqu'un qui est déjà dans la série ». Alors il me parlait de Aurélie Vanek, de Ninon Chaumette. À l'époque, déjà elle était beaucoup plus jeune et je pense que je devais avoir un peu la même coupe, être un peu plus blonde, etc. Et du coup il m'avait dit « Non, c'est mort, c'est pas possible, etc. » Et il me rappelle, peut-être 3 ans après. Qu'est-ce que tu racontes? Et si tu pars où? Pierre Marteau, qui dans la série interprète Léo Castelli, le père biologique de Barbara, va même avoir un coup de foudre pour la jeune comédienne en lui donnant la réplique lors du casting. Et puis je comprends rien à ce que tu racontes là. Les 3/4 du temps, je dois dire, moi je suis en accord avec le choix des partenaires sur les rôles. C'est important, c'est eux qui vont vivre ensemble, qui vont jouer ensemble. Ça n'a rien à voir avec la qualité des autres actrices, mais quand j'ai vu Léa, j'ai tout de suite pensé que ce serait elle, la fille de Léo. Tout de suite. Elle a quelque chose, elle peut avoir une rudesse dans son jeu, elle a une puissance dans son jeu, et qui a été là dès le départ. Attends. Eh, mais tu vas où là? Papa? Papa? Avec elle, il s'est passé quelque chose de particulier, quoi. Il y a une rencontre. Il sentait en moi sa fille. Juste pour voir si ça fonctionnera à un moment donné, ça va le faire, je pense. Prends-la dans tes bras. Tu vois, genre, ouais, le père, la fille, quoi, tu vois. Et c'est transformé pour Léa François qui fait l'unanimité suite à son casting. Le 26 janvier 2009, le personnage de Barbara débarque pour la première fois dans Plus belle la vie. Ça te dérange pas si je mange avec toi? J'allais partir là. C'est parce que je suis nouvelle que tu veux te tirer? La première fois que je suis arrivée sur le plateau de Plus belle la vie, j'étais quand même un petit peu stressée. Normal, on débarque dans une grosse équipe.
où tout le monde se connaît, dans une machine qui est en marche depuis un certain temps. Donc ça fait toujours un petit peu stressé. Maintenant, j'avais bien appris mon texte, j'étais au taquet. Il est cool votre lycée là. Je suis rentrée la semaine dernière et j'ai déjà tous les petits bourges qui m'ont catalogué. Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas le problème que tu viennes des quartiers. Raphaël, tu te mêles pas de ça. Tu devrais écouter ta sœur, elle est moins conne que toi. Oh, calme-toi là, je t'ai pas insulté. Tu m'as traité de Kaira. Putain, tu me fais chier, tu lui rends son portable. Ah, vas-y, Fais-moi lâche-moi le là. malin, mais lâche-le. Vas-y là. Le point commun entre Léa François et Stéphane Hénon, c'est qu'au départ, il n'était prévu que pour rester 3 mois dans Plus belle la vie. Seulement voilà, chacun à leur manière, ils vont réussir à rendre leur personnage totalement indispensable à la série. Bon, Barbara, où tu sors, ou je te mets dehors à grands coups de pompe dans le derrière. Non mais ça va pas. Boer, aujourd'hui l'un des personnages les plus attachants de Plus belle la vie, n'était au départ qu'un flic raciste, sans rondeur ni humour. Il y a un rapport édifiant sur vous. On parle de coups de matraque gratuits et de violence sur des personnes qui avaient le tort d'être noires ou basanées. C'est souvent à eux que j'ai eu affaire. On parle aussi d'insultes racistes. Il y a eu plusieurs plaintes déposées en ce sens. Oui, c'est vrai, il y a des fois où j'ai pété les plombs. Il faut nous comprendre aussi, ils sont tout le temps après nous. On était content d'avoir un personnage pour le moins, enfin qui ne soit pas lisse du tout même. Donc on avait plaisir à le faire. Donc ça a participé à créer un bon personnage, on va dire. Et ensuite, fondamentalement, c'est en le voyant à l'écran. C'est en le voyant à l'écran là qu'on s'est dit, il faut absolument le garder. Aujourd'hui, je fais le serment, devant vous, que le lâche assassinat de Cyril ne restera pas impuni. Et nous rétablirons l'ordre, coûte que coûte, dans le quartier. De fil en aiguille, le comédien d'abord était formidable. Qualité de comédien formidable. Il a créé quelque chose avec ce personnage. Ce personnage est devenu très drôle, avec un ton à lui. Il a apporté, je dirais, ce qui est paradoxal pour un personnage comme ça, mais une espèce de fantaisie et d'humanité, qui fait que c'est sa façon d'interpréter le rôle qui nous a orientés pour poursuivre la création de ce personnage. Le potentiel du personnage, il existait déjà. Le personnage, il vient de tellement bas. Tu vois, un flic raciste à racheter, c'est quand même assez facile. Hein, tu vois, dès qu'il commence à être un peu sympa, avec des petits sourires et tout, il dit tellement d'énormité que c'est un peu facile. Alors, on a voulu se vêtir à moindre frais. Je regrette, monsieur l'agent. C'est de pire que la racaille, vous, hein. Peut-être, mais plus joli à regarder. Les fringues que vous avez trouvées dans son sac, c'est moi qui les ai mises. Oui, bien sûr, oui. Puis moi, je suis Brad Pitt. Allez, monsieur l'agent. Vous faites les gros durs comme ça, mais je suis sûre qu'au fond, vous êtes quelqu'un qui a du cœur. Bah non, j'aime pas les gens. Rapidement, la production se rend compte que Boer, personnage écrit comme un flic raciste de base, possède un capital sympathie très fort et se montre drôle et touchant à l'écran. Il faut dire que Stéphane Hénon sur un plateau enchaîne les blagues à un rythme frénétique. Et à un moment donné, il faut pas m'énerver, t'as vu? Ah ouais. Non mais, t'es pas très beau. Déconner sur un plateau, du moins déconner, m'amuser. Moi, j'oublie pas que mon métier, c'est jouer. Alors c'est vrai, je joue devant les caméras et puis en dehors aussi. J'oublie jamais que je suis là pour jouer. Alors ça peut être gênant pour mes petits camarades de temps en temps, mais c'est ma façon de me concentrer à moi. Oui, laissez passer. T'es gentil, toi, bien. Bien gentil garçon. Il est difficile à supporter. Et il faut l'aimer, heureusement, parce que sinon il serait insupportable. Mais lui, il a besoin de déconner. Il a besoin de s'amuser. Alors une fois qu'on le sait, on le laisse, puis après il travaille. C'est clair qu'il s'arrête pas de 2 secondes, quoi. C'est une pile électrique. Il balance des blagues sur tout le monde, il a de l'énergie à revendre. Je conçois que ça peut être très difficile pour certains de mes camarades qui sont plutôt dans le ressenti, dans le grave. On reprend à quelle réplique On reprend à votre entrée, en fait. Ah, l'entrée. Tu prends une petite voix comme ça? Pour essayer d'être gentil. D'habitude, t'as une voix de mégère, c'est parce qu'il y a les caméras ou quoi? C'est la grossesse. Ah oui, t'as une voix pour le prime et t'as une voix pour la quotidienne. Non, parce que tu sais, il est marrant parce que des fois il me dit je sais pas comment tu fais pour me supporter. Parce qu'il est tout le temps en train de me vanner, mais moi ça me glisse dessus donc ça va.
Un humour et une légèreté que Stéphane Hénon, le comédien, a réussi à insuffler sans problème à son personnage. C'est-à-dire que moi, souvent, en fin de séquence, je rajoute toujours un petit truc, toujours essayer de, comment dire, d'amuser la galerie, peut-être pas, mais mettre un peu d'humour dans ce personnage, tu vois. Vous y avez cru, hein? Stéphane Hénon a aussi trouvé un accessoire inattendu pour adoucir son personnage. Qui s'est servi dans ma bouteille de lait? Tu m'as déjà vu boire du lait? Non mais je t'accuse pas. Mais hier je ramène une bouteille pleine et ce matin elle est à moitié vide. J'aimerais comprendre. J'ai trouvé ce verre de lait. Parce qu'il voulait me faire boire de la bière. C'était sûr qu'un flic raciste pouvait boire de la bière, c'était pour eux une évidence. Et je me suis dit, tiens, peut-être pour racheter ce personnage, lui faire boire un verre de lait, pourquoi pas? Parce que tu peux dire des grossièretés et des énormités avec un verre de lait dans les mains, tout passe. Merci, c'est sympa. Mais il n'y a pas qu'un verre de lait à avoir sauvé Boer de son départ programmé du feuilleton. Fondamentalement, ce qui a fait évoluer le personnage de Boer, c'est quand on a décidé de le mettre en couple avec Samia. Fondamentalement, le ferment, c'est là, quoi. Et c'est venu de la force des scènes qu'ils avaient l'un face à l'autre quand on les a visionnés la première fois. L'Algérienne avec le facho, quoi, tu vois. Et ça a vraiment plu. Tout de suite, il y a une scène où je la coince contre une porte, où je tape dessus, du moins je tape sur la porte, bien sûr. Cette scène, qui n'était au départ qu'une simple altercation, va créer un déclic chez tout le monde. Non mais vous êtes malade ou quoi? Lâchez-moi! C'est bien ton mec qui conduisait le scout, hein? Lâchez-moi! C'est qui la gonzesse qui a tiré sur Cyril? J'en sais rien. Bien sûr que si, tu le sais. Ton mec te l'a sûrement dit. Zach n'a rien à voir dans cette histoire, il était chez moi quand ça s'est passé. Il n'y a que Castelli pour être aussi con pour faire ce genre de truc. Je pense que la scène avait de l'intensité parce que Stéphane, dans ces scènes-là, il donne toute sa puissance. Moi, c'était une de mes premières scènes. Avec Fabienne, ça s'était pas très bien passé humainement tous les deux, parce qu'elle était sûrement énervée ce jour-là, parce que moi j'avais peut-être un peu le trac aussi ce jour-là. Et donc on l'a joué vraiment dans la colère tous les deux. Évidemment, dans votre petite tête, ça peut pas être une blonde aux yeux bleus. Bah, tu vois, il se trouve que la plupart des filles que j'ai arrêtées une arme à la main, elles n'étaient pas vraiment de chez nous. Si vous continuez à balancer des saloperies, je porte plainte pour injure raciste. C'était physique, ouais, c'était physique. Animal, je n'irais pas jusque-là. C'était instinctif, parce que quand je l'ai coincé contre cette porte, ou quand j'ai tapé sur cette porte, c'était vraiment instinctif. C'était pas écrit dans la scène, et c'était pas demandé par le réalisateur d'ailleurs. À partir de cette scène-là, il y a eu un énorme élan sur Internet où tout le monde a commencé à dire « on les veut ensemble, je suis sûr qu'il se passe un truc ensemble ». Pourtant, on ne l'avait pas joué comme ça. En tout cas, on s'est dit, tiens, tous les deux, on voulait que ce soit électrique, mais en même temps, on se disait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. En la voyant, je me suis rendu compte que ces deux-là, il fallait qu'ils fassent un couple, en fait. Cette scène va emmener les scénaristes dans une direction qu'ils n'avaient pas soupçonnée. Une histoire d'amour entre Samia et Boer. Un couple qui fait encore et toujours les beaux jours de Plus belle la vie. Je me suis arrangée avec Castelli. Tant mieux. Tant mieux, ça m'a embêté de plus travailler avec vous. Moi aussi. Bon. On est un peu plantés comme deux poireaux, là. Ouais. On pourrait peut-être aller boire un verre, non? On ne savait pas qu'on irait jusqu'au mariage et jusqu'au bébé, mais on savait qu'ils auraient une histoire ensemble. Vous partez en vrille, Boer, hein? Et Samia, c'est pas mieux. Si vous voulez faire la circulation tous les deux, il y a qu'à le dire tout de suite. Oui, capitaine. Capitaine, je vous entends plus, là. On est sous un tunnel, je vous rappelle, capitaine. Bien. Monsieur Jean-Paul Boer, né le 1er avril 1975. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Samia Nasri, ici présente? Oui. Mademoiselle Samia Nasri, née le 6 octobre 1987 à Marseille. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Jean-Paul Boer, ici présent? Oui. Léa François, alias Barbara, est devenue l'une des stars du programme.
Elle va bientôt fêter ses 4 ans dans la série. Pourtant, au départ, comme Stéphane Hénon, elle n'était engagée que pour une courte durée. Voilà, ah oui. Alors, quand j'ai débarqué dans l'aventure, il était prévu que mon personnage reste 3 mois. Donc, bon, bah voilà, j'y allais dans cette optique-là, c'était très bien. Et au final, j'ai quand même rapidement senti que si ça se passait pas trop mal, il y avait moyen. C'est-à-dire que je débarquais quand même en tant que fille d'un personnage qui était déjà récurrent depuis le début. Excusez-moi, je vous dérange? Non, non, pas du tout. Bah, de toute façon, moi, j'allais partir à la plage, j'ai rendez-vous avec des copines. Bah, papa, tu fais comme on a dit, hein? Salut. Mais elle est arrivée avec cette force de, comme je disais, quoi, avec cette force de jeu, de caractère, et elle a pris le rôle à bras-le-corps. Et là aussi, on a eu un retour en image très fort, très vite, qui fait qu'on a voulu garder ce personnage. La production va aussi décider de mettre très vite Barbara en couple avec un certain Abdel, interprété par Marwan Bereni. Une histoire d'amour qui va rendre ces 2 personnages indispensables à la série. Ironie du sort, les 2 comédiens étaient loin d'être des inconnus l'un pour l'autre. Léa François, c'est une fille que je connais depuis un certain nombre d'années maintenant. On s'était retrouvés dans la classe lycéenne des cours Florent. On faisait que 3 heures par semaine, mais on se voyait tous les mercredis, on était devenus bien potes. On avait gardé un peu le contact, on s'est retrouvés dans la même agence de comédiens. On s'était quand même pas mal recroisés plusieurs fois, quoi, après nos cours de théâtre ensemble. Et on s'est jamais quittés, on aurait fini toujours par se retrouver sur des castings, sur des trucs à droite à gauche. Abdel fait son apparition dans Plus belle la vie le 28 avril 2009. Je savais pas du tout qu'elle travaillait sur cette série. Mais peu de temps avant mon arrivée, avant l'arrivée de mon personnage, on lui a dit « Oui, tu sais, tu vas avoir une nouvelle intrigue, il y a un mec qui va arriver, ça sera ton amoureux. » C'est toi, Abdel Fedala? Ouais. J'allais voir au casting et tout, genre c'est bon, dès que vous avez son nom, vous me dites, je voulais voir qui c'était. Tout le monde disait « Ouais, il s'appelle Nanouane, Merwan, enfin tu vas voir, c'est un mec sympa. » Bon, je connaissais pas des douanes. Et puis bon, voilà, je m'étais dit « Je connais pas, je verrai bien. » Et puis moi, je débarque et tout, et puis d'un coup, je la vois sur les studios et je fais « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là et tout ?» Non, encore toi. Puis on avait halluciné tous les 2 d'ailleurs, c'était complètement fou, on se suit quoi. Il dit « Bah je joue Barbara. » Je fais « Mais Barbara, c'est la fille avec qui mon personnage va sortir, tu te rends compte et tout ?» Il me dit « Quoi, mais c'est toi et tout ?» Donc on a vraiment déliré sur le début et voilà, maintenant c'est devenu un peu la routine, on est un peu comme un couple dans la vie aussi, presque. C'est un plaisir, je l'adore. Non mais je l'adore, je le kiffe. Et pour qu'un couple se forme, c'est bien connu, il faut commencer par un premier baiser. Une scène dont les 2 comédiens se souviennent encore très bien. La scène la plus marquante avec Marwan, ouais, c'est sans doute celle de notre premier baiser, quand même. C'est pas toujours quelque chose de facile à faire, on appréhende, on sait pas trop comment s'y prendre. Et là, c'est vrai que moi, comme je disais, c'est vrai qu'avec Léa, comme on se connaissait, il y avait déjà cette barrière qui était un peu franchie, mais bon, c'est pas évident non plus d'embrasser une copine comme ça. Si je t'embrassais, tu dirais quoi? C'est nul comme question, ça. C'était sur ce banc, qui est juste là-bas. Et non, cette scène était très mignonne. On avait tout un espèce d'échange de regards qui était assez mignon, où on s'esquivait, où il y avait une espèce de balai qui était bien millimétré. C'est rigolo, c'est vrai qu'on s'en souvient comme si c'était notre propre histoire d'amour, alors que pourtant, avec Léa, on est juste des amis. Mais c'était mignon. Mais c'est vrai que c'est gênant la première fois, mais une fois qu'on prend l'habitude, maintenant on s'embrasse, voilà, comme sur demande, quoi, y a pas de souci. Au contraire. C'était une séquence marquante, on savait pas tous les autres baisers qu'on allait faire après. J'avais trop peur de frapper. Ce premier baiser et les nombreux autres qui ont suivi ont scellé l'avenir d'un couple et donc de Barbara dans la série. Le couple était tellement fort, tellement évident, qu'on s'est dit que là, on tenait un couple d'ados génial. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, on va écrire, c'est ce qu'on appelle, nous, écrire un destin au personnage, à Barbara. Juillet 2012, le Pradet, cadre paradisiaque dans le sud de la France, où se situe une grande partie de l'intrigue du film. Le destin de Barbara est bien lancé, car aujourd'hui c'est elle qui a été choisie pour être le personnage principal du dernier prime time, événement majeur de la série. Aujourd'hui, toute l'équipe met en boîte une des séquences d'ouverture, celle où Barbara apprend à faire connaissance avec ses concurrentes.
T'as fait quoi comme étude, toi? L'Institut du Parc à Bordeaux. Et toi? BTS. Et je viens de terminer un stage chez la Merle Noire à Lille. Chez la Merle Noire? Putain, ça a pas dû être facile de la voir. Je connais quelqu'un. Pour Léa François, le tournage de ce film représente un gros challenge. Ok, on fait une petite dernière. À la fin, quand elle part, tu regardes sur elle et tu regardes ici aussi sur elle. Ça veut dire aussi, quelque part, qu'on me fait un peu confiance, parce que j'ai la pression. Faut assurer un petit peu, donc bon. C'est pas encore fini, hein. Je pense qu'on a encore pas mal de scènes un peu compliquées à faire, donc on verra. J'espère que je serai à la hauteur. Cet épisode exceptionnel marque aussi les grandes retrouvailles entre Léa François et Pierre Marteau, qui interprète son père dans Plus belle la vie. Action, allons-y, c'est pour une répétition, quand vous voulez. Car le comédien a décidé de quitter la série quotidienne en décembre 2011. Non mais ne pense pas à tout ça. Ah, le papa. On y va, on va tourner. Je peux le sortir, ça? Oui. C'est évidemment une chance pour un acteur de rencontrer le grand public et d'avoir comme ça un travail qui se pérennise. Mais il y a un moment, faut se remettre en danger, quoi. Il faut faire des choses qu'on ne sait pas faire. Une décision qui a été difficile à prendre pour Pierre Marteau, le comédien, mais aussi pour Pierre Marteau, l'homme. Ben moi, j'ai vécu avec Léo Castelli pendant 7 ans et demi. C'est-à-dire qu'à peu près tous les événements importants de la vie de Pierre Marteau, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'est-ce que Léo aurait ressenti dans les mêmes circonstances. Et 10 mois après mon départ, maintenant, je ne suis pas du tout lavé du personnage de Léo. Je pense que ça va être très très long pour moi de m'en défaire, parce que c'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant 7 ans et demi. Il y a 3 ans, on se connaissait même pas. Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que t'as toujours fait partie de ma vie. Je trouve qu'on s'est bien débrouillés tous les deux. Ouais, je trouve aussi, ouais. J'étais quand même vachement émue parce que, bon, on tournait à l'hôpital. Et puis, je savais qu'il allait partir de la série. Et maintenant, je pars. Je serai plus là pour t'aider. Bah ouais, mais j'ai pas besoin qu'on m'aide. Tout va très bien dans ma vie. Tout va pas si bien que ça, hein. Tout le monde était touché, quoi. L'équipe, réalisateur, moi. Et je pense que il était ému aussi, hein, ça s'est dit. Quitter ces gens-là est quelque chose qui m'a bouleversé. Vraiment, ça me bouleversait de partir. Et je me servais de l'émotion de Pierre pour l'émotion de Léo qui partait, qui quittait ses proches. Je t'aime, ma fille. Arrête, on dirait des adieux, là. Alors, on devait pleurer dans la scène, mais je pense qu'il y avait un petit peu de vérité aussi dans notre jeu. C'est juste un au revoir. Ouais. C'est juste un au revoir. Non, c'est bon. On va y aller. Ok. Jacques. J'ai été très content. J'ai été très content de retrouver toute l'équipe technique, quoi. C'est ce que je voudrais vraiment leur rendre hommage, quoi. C'est des gens formidables. Je suis très ému en parlant d'ailleurs. Pierre Marteau est parti alors qu'il aurait pu rester. Léa François et Stéphane Hénon sont restés alors qu'ils auraient dû partir. Dans Plus belle la vie, les personnages vont et viennent. Toutes les semaines, des nouveaux comédiens débarquent dans la série, d'autres en repartent. Une seule personne est là tous les jours sur les tournages pour conserver une unité à l'ensemble de la série. Il est le garant du jeu des comédiens. C'est Richard Gage, le directeur d'acteurs. C'est un super bon directeur d'acteurs. Derrière sa bonhomie, son rôle est primordial. Like the shoes. The shoes like the earth. Bravo, bravo. Et ben c'est comme ça qu'il faut que vous jouiez. Bravo, de la vie. It's wonderful. C'était une invention totale de la production à l'origine de Plus belle la vie, donc depuis 2004. Étant donné que plusieurs réalisateurs se succédaient de semaine en semaine, eh bien on a pensé qu'un directeur d'acteurs était nécessaire pour maintenir l'unité, l'homogénéité, pour raconter les histoires aux acteurs, aux réalisateurs. Quand même porte plus vocale. D'accord. Voilà.
C'est toi qui amène la joie, le bonheur, hein, tout à coup. C'est toi qui leur amène la nourriture. Hein. Et voilà. Et voilà, c'est toi, c'est à toi. Sophie de la Rochefoucauld, qui interprète la mère de Barbara dans la série, connaît Richard Gage depuis de nombreuses années. Richard a ce don, il sait exactement dire la chose juste chaque fois, à chaque comédien. Il sait exactement où vous pousser, où vous emmener, où vous retenir, pourquoi. Quand je visionne les épisodes, je sais que Richard n'est pas là. Où est là? Parce que l'acteur, il n'est pas tenu comme d'habitude. C'est primordial d'avoir Richard. C'est vraiment primordial pour nous. Ça va tellement vite que souvent on oublie sûrement des choses. Et lui, il est là pour nous les rappeler. C'est un peu le fil rouge, lui, de la série, quoi. Il connaît tout, il connaît tous les personnages. Quelques jours plus tard, le tournage du Prime événementiel s'est déplacé à Marseille dans les studios de Plus belle la vie. Richard Gage, évidemment, est présent. Et l'air de rien. D'accord. Très vite, très vif. D'accord. Il y a eu des nouvelles D'accord. Mine de rien. D'accord. D'accord. Et toi, c'est léger aussi. Ah, Léo est à Roquebrune. Voilà. Oui, c'est le pote qui est là. Léger, Ah bah le pote léger, est là. léger. Toi, la nuque. Tout est dans la nuque. D'accord. Richard Gage a le don, des fois, de nous dire un petit truc, un petit mot, et puis tout de suite ça percute, et puis voilà, on voit ce qu'il veut dire. Voilà, la nuque. Ouais. Et j'ai dit la nuque. Ouais. Oui, Je situe. Et je vous situer. Je situe. On va pas tergiverser. Ah. Pour vous mettre à l'aise, il a une façon de plaisanter, mais il plaisante toujours au bon moment et au bon endroit. Sinon, à part ça, C'est le bonheur. qu'est-ce que ça fait de jouer une salope? Ça change. C'est le père Fouras de Plus belle la vie. Je dis pas ça parce qu'il est dégarni. Hein. Je dis pas ça parce qu'il est petit aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il est petit et dégarni. C'est vite fait. Un personnage Petit n'est souci jamais d'argent. tout blanc, ni jamais tout noir. Non, ouais, non, mais surtout Plusieurs qu'il est- facettes. Richard Gage, le père Fouras de Plus belle la vie, est donc la solution face à des comédiens qui vont et qui viennent, souvent victimes de la vie agitée qui règne dans le quartier du Mistral. Disparition, retrouvailles, ce ballet incessant est orchestré à 800 km de Marseille par une équipe de scénaristes. Des marionnettistes devenus experts en retournement de situation et en croche-pied souvent mortels. Tous les jeudis après-midi à Paris, le rituel est immuable. Les scénaristes de Plus belle la vie se réunissent pour travailler sur les épisodes à venir. Ce sont donc ces personnes qui ont le droit de vie et de mort sur les personnages et à qui l'on doit les rebondissements les plus spectaculaires du programme. Aujourd'hui dans cette pièce, ils sont 8, mais en tout 25 scénaristes s'activent dans l'ombre sur la série. Donc, on s'intéresse le lundi au sort de Jawad. Donc, en fait, on va faire croire qu'il est mort. Pierre Monjanel, qui dirige la réunion, est le directeur de collection. En d'autres termes, le chef des scénaristes. Difficulté, arriver à effectuer un savant dosage entre des intrigues de la vie quotidienne et des intrigues beaucoup plus policières qui occupent par exemple le personnage de Bauer. Je sais pas combien il y a eu de morts dans le Mistral. Je pense que c'est pas une place à vivre. Hein. Il fait pas bon vivre au Mistral. Il fait pas bon vivre au Mistral. Il y a trop de morts. Il y a trop de gens qui partent en prison. C'est compliqué, hein, le Mistral. La fin de cette journée est marquée par Élise qui se fait agresser en sortie de boîte de nuit. Elle se débat, elle le plante. Pourtant, dans les premiers épisodes de Plus belle la vie, diffusés en 2004, Salut les merci. Bah, vous avez perdu vos parents? nulle trace de sang ou de règlement de compte. La vie sur la place du Mistral semblait bien plus calme. Alors, le Canada? Non, non, toi tu veux parler des Canadiennes. Il y avait l'idée au départ de faire une chronique, mais ça ne répondait pas au goût du public puisque les audiences étaient pas assez bonnes en fait. Ouais, vous pourriez pas vous dépêcher un peu? Là, on fait le plan le plus chiant de toute l'histoire du cinéma. Très vite, la chaîne et les producteurs décident de pimenter la série d'ingrédients policiers et dramatiques absents des premiers épisodes. Quand de rentrer à la maison, pas toi? Si. Super. Le boulot, les impôts. L'idée était mise effectivement de partir sur plus de romanesque et de renouer avec des traditions de feuilleton. Pour que les enjeux soient forts, il fallait des gens en prison, des gens en danger, des trahisons, de l'amour. Alors, je ne sais pas combien de gens sont partis en prison, parce que là aussi, il y a dû en avoir un paquet. Et puis moi, j'en ai envoyé au moins 120 déjà. Pas un mot, pas un cri, ou ça devient méchant, compris? Qu'est-ce que vous voulez?
Juste vous poser quelques questions. Si vous y répondez, tout ira bien. Pour faire ce qu'on appelle des cliffhangers et tenir notre public en haleine sur des histoires avec des intrigues et du suspense. Donc un cliffhanger, par exemple, c'est la dernière case de chaque page d'une BD de Tintin. C'est quelque chose qui va donner envie de tourner la page et d'aller lire la suite. Pour résumer, le cliffhanger, ou cliff pour les intimes, c'est la dernière scène d'un épisode, généralement le pic dramatique qui donne envie de revenir le lendemain. Bref, le côté addictif de la série. Et cette journée se termine sur Jeanne nettoyant l'arme du crime pour couvrir sa fille. J'ai joué que Babette ne le voyait pas, mais qu'elle assistait à la présence d'Élise à l'hôpital. Et elle va simplement apprendre en cliff qu'il n'y avait aucune trace d'ADN sur l'arme. Guillaume, c'est érudit. Le cliffhanger est généralement reconnaissable par l'arrivée progressive de la musique de fin et par un zoom appuyé sur un des protagonistes, comme le démontre ce petit best-of. Stella Flores vient de mourir. Tu dois choisir ton camp. On va faire évader Léo. C'était ton grand-père. La vie n'est donc pas un long fleuve tranquille pour les héros de Plus belle la vie. Donc on a en fait des personnages assez ordinaires qui ressemblent aux personnes qu'on rencontre dans la rue et qui sont emmenés dans des histoires extraordinaires. En matière d'histoires extraordinaires, prenons l'exemple de Barbara qui n'a pas été épargnée, loin de là, par les scénaristes. Son parcours est même digne d'une tragédie grecque. Il est arrivé plein de choses à Barbara. Elle a perdu Jérôme Mévenot, donc le mec qui l'a élevé, qui croyait que c'était son père. Je t'aime, Barbara. Mais en fait non, parce que son père c'était Léo, et puis finalement c'est Léo qui a tué son faux père. Papa n'est pas mon père. Non. Suite à ça, sa mère a fui. Tu comprends? Casse-toi, je t'en supplie, pars avec moi. Parce qu'en fait elle était au courant de ce trafic, du coup elle s'est barrée en Uruguay, elle l'a abandonné. Casse-toi toute seule, c'est tout ce que tu mérites. Barbara. Barbara. Je sais pas si vous suivez. Alors pour que tout soit bien clair, quand Barbara est arrivée dans Plus belle la vie, son père c'était lui, et elle pensait qu'il était policier. Sauf que ce n'était pas son père, et qu'il était en fait trafiquant. Je suis désolé, je vais pas changer de métier parce que ça te plaît pas. Du coup, il s'est fait tuer par un policier qui s'est avéré être le véritable père de Barbara, à savoir Léo Castelli. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Il aurait été en effet plus poli que sa mère, qui pour le coup est sa vraie mère, la prévienne de tout ça, mais elle a décidé de s'enfuir en Uruguay. Bref, de quoi provoquer chez notre chère Barbara des réactions parfois étonnantes. Il faut faire attention à l'effet d'accumulation, parce que si un personnage vit 17 événements hors normes dans les 2 ans précédents, il devient de plus en plus difficile d'être réaliste quant à son traitement psychologique. Normalement, il devrait déjà être en hôpital psychiatrique à recevoir une thérapie. Barbara! J'ai plus rien à faire ici. Je veux mourir. Des situations certes extraordinaires afin de pimenter la série, mais celle-ci s'échine à être aussi en phase avec l'actualité du jour, afin de coller au plus près aux préoccupations du public. Une des grandes forces qu'on a, c'est que entre le moment où on écrit les épisodes et le moment où il s'est diffusé, il se passe un peu moins de 4 mois. Donc on est très proche. Dans le temps, donc on peut anticiper des événements forts de la vie en France. Quand Barbara a passé le bac, je me souviens que pour son bac elle étudiait les livres qui étaient vraiment au programme en L pour tout le monde, quoi. Tu sais, ça approche vraiment là, faut qu'on s'y mette. Hein. Non, mais j'ai trop le seum pour bosser là. Messieurs, les cafés, c'est pour moi. Et ce qui semble avoir le plus marqué le public au niveau de l'actualité, c'est un certain épisode diffusé le 7 mai 2012. L'exemple le plus simple, c'est les élections présidentielles. Hollande président, mais c'est la débâcle. Moi, je suis plutôt content. On va pouvoir respirer, changer les choses. Avec ce guignol, vous plaisantez? Moi, je suis d'accord avec Thomas. Bon débarras. Et puis, on pouvait pas continuer comme ça.
Avec une poignée de gens qui a tout et le reste de moins en moins. Les élections, je sais qu'on nous en parle beaucoup, même dans la rue, les gens qui nous disent « Waouh, mais vous êtes trop fort, comment vous saviez qu'il allait être élu ?» On fait 2 versions, les 2 versions sont montées. Et le lundi matin, on passe la séquence de celui qui a gagné. Au final, il faut juste qu'à France 3, l'assistant prenne la bonne cassette sur le rayon, quoi. Voilà. C'est un mollusque, votre Hollande. Il n'a rien dans le ventre, aucune proposition qui tienne la route. C'est pas lui qui va nous sortir de la crise. Ah, parce que vous croyez qu'avec Sarko, c'était mieux? Après, chacun des personnages incarne un peu la droite ou un peu la gauche dedans. Certains personnages ont une dimension politique, enfin, ont un point de vue sur la politique qu'ils ont déjà exprimé dans la série. C'est important de donner des avis différents, des points de vue différents et de laisser aux gens, après, le choix de prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Pour être au plus près de l'actualité, les auteurs tentent de prévoir au maximum, dès l'écriture, les événements à venir. Le mardi 9 octobre, c'est la journée mondiale de la Poste. En fait, nous, on est tellement en train de jongler tout le temps sur des dates qu'on demande d'avoir la liste de toutes les choses d'actualité jour par jour. Le mercredi 10 octobre, c'est la journée mondiale contre la peine de mort. Après, c'est pas parce que c'est la journée mondiale du travail manuel qu'on va en parler. Mais on le sait, voilà. Donc si on trouve quelque chose pour rebondir là-dessus, on le fera. Pour toujours dire aux gens, regardez, on est maintenant. On est en même temps que vous. Les gens s'identifient vachement aussi par rapport à ça. On vit les mêmes choses qu'eux, quoi. Je peux aller sur ton ordi? Je dois regarder si j'ai des Avec plus de 2000 épisodes diffusés depuis sa création, Plus belle la vie s'est permis d'aborder un nombre incalculable de sujets. Des plus légers aux plus graves, voire aux plus dérangeants. Comme ici, par exemple, celui des enfants battus. Il y a un vrai travail sur des sujets qui sont peut-être pas souvent abordés dans les séries. On n'a jamais parlé autant de diversité, d'homosexualité, de proximité de vie, de préoccupation. Et on a exploré énormément de sujets de société. Notre vocation, c'est pas de faire ça tout le temps. Pas du tout, hein, absolument pas. Mais c'est important de passer par des moments où on va mettre le tabou à jour. Mais ce qui est important pour les scénaristes, c'est de mêler les genres et de ne jamais oublier la comédie. Et pour ça, Jean-Paul Boer est le client idéal. 15 cartons de ce livre. Ah, vous croyez? Non mais alors là, de mieux en mieux. Je peux tout vous expliquer, commissaire. Ah, parce que vous êtes dans le coup, vous aussi. Non. Enfin, si. Si on pense aux personnages qui ont incarné De Funès ou Bourvil dans le cinéma, ils sont sur le même type d'archétype, sur des archétypes de Français moyens qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, dont on a envie de rire, mais qui nous touchent assez facilement et assez profondément, assez directement. Les auteurs ont l'imagination fertile lorsqu'il s'agit de faire rire avec le personnage de Boer. Ils sont même allés jusqu'à le faire accoucher d'un plat typiquement italien, le temps d'une séquence étonnante. Félicitations. Je vous présente une magnifique pizza 4 fromages. Non mais attends, ça te fait marrer, ça vous fait marrer ça, mais accoucher d'une pizza 4 fromages avec anchois, ça se fait pas comme ça. J'ai beaucoup souffert, j'ai appris à faire le petit chien. Tu te souviens comment t'as appris à respirer à la maternité? Comme un petit chien, tu te rappelles? Et à souffler très fort. Et ça a fonctionné. Oui, en fait, alors franchement, ça vient de l'imaginaire des scénaristes. Ça va? J'ai fait un cauchemar. Ça a l'air très bête, mais on se le permet parce qu'en une séquence, on va faire le lien entre je mange et Samia accouche. Et je suis frustré de ne pas pouvoir accoucher avec elle ou de ne pas pouvoir accoucher à sa place. Et aussi parce que ça nous fait beaucoup rire. Mais ça nous fait beaucoup rire, suffit pas. Sinon, ça serait la facilité. Et voilà, ma titine. T'es belle pour ta prochaine virée. Autre élément qui semble faire beaucoup rire les scénaristes, les rapports complexes entre Boer et Titine, sa voiture tunée. Il est en train de pisser sur ma jante. Merde, je suis désolée. Oh, j'ai passé 1 heure à la faire briller. Avec un polish que je fais venir spécialement d'Allemagne. Le comédien que je préfère, d'ailleurs c'est une comédienne, avec qui il se passe vraiment quelque chose quand on joue ensemble. C'est Titine. Voilà, là il y a vraiment un échange au niveau de l'émotion, de la rencontre. Ça incarne quelque chose de beauf et en même temps quelque chose de tendre. Ça y est, chérie, ça marche. Son rapport à sa bagnole, c'est très tendre. Hein.
Et c'est très idiot en même temps. T'as trop envie que ça soit un garçon, là. C'est clair, un petit mec pour lui apprendre le tuning. Pourquoi si c'est une fille, j'aurais pas le droit? Armés de leurs stylos et de leurs cahiers d'écoliers, les auteurs de Plus belle la vie écrivent 24 minutes d'épisodes frais par jour. Des mots qui vont vite se transformer en images et provoquer une certaine agitation sur le tournage de la série. Surtout lorsqu'il s'agit d'un épisode pas comme les autres. Retour au Pradet sur le tournage de l'épisode spécial de Plus belle la vie, Coup de feu pour Barbara. La machine de guerre est en route. Une cinquantaine de techniciens sont là pour ce tournage en extérieur, la marque de fabrique de ces épisodes diffusés en prime time. On va te dire moi, voilà, ok. En fait, moi, ce que je pensais, c'est qu'on pourrait tourner dans une ville sinistrée où il pleut. Bah là, non. Là, on tourne pendant un mois, là. Regarde, je te montre. On revient. C'est pour ça qu'on est heureux. Tout le monde s'active à présent sur une séquence primordiale, la toute dernière scène du film. Inutile de dire qu'elle doit être réussie. Et action, vas-y, top là. D'autant qu'elle réunit Barbara et ses deux parents, disparus de la quotidienne. Avec les conseils de Daniela Cazan. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Que je pourrais revenir en stage chez elle quand je voudrais. C'est trop bien, non? On trinque. Ok, coupe. On y retourne. Seule ombre au tableau pour aller au bout de la scène, la chaleur écrasante du midi. Et pour jouer, putain, vas-y, quoi. Va jouer des séquences un peu d'émotion. C'est ça. En fait, c'est peut-être ça le plus compliqué, quoi. C'est même pas une histoire de speed et de trucs comme ça. C'est juste que là, c'est impossible, quoi. Il fait 40 degrés. Ils sont en plein cagnard. On a de la bouffe. En plus, il faut qu'ils bouffent de la bouffe. Et pour des comédiens qui font 6 séquences par jour, il y a un moment où ils sont fatigués, on comprend, quoi. Heureusement, sur un tournage comme celui-là, le rythme est plus confortable que sur un épisode de la série quotidienne. Ah bah, on a plus de temps. Ça résume bien, on a plus de temps pour tout. Donc c'est vachement plus sympa, on tourne vachement moins par jour. Là, je crois qu'aujourd'hui, on fait à peu près 7 minutes par jour. Sur la quotidienne, on en fait à peu près 20. Mais le rythme reste intense. L'équipe s'attelle désormais à tourner la 4e séquence de la journée. Alors, c'est pas mal. Est-ce que tu peux être un peu plus mobile, peut-être? Dans Plus belle la vie, les comédiens sont attendus au tournant. Ici, pas de temps à perdre. Les textes doivent être appris sur le bout des doigts. Donc, ça fait pas mal de textes à apprendre. Ça va très vite. Tu as 2 prises, 2-3 prises maximum. La principale qualité, en dehors d'être un bon comédien et d'être sérieux, c'est de savoir son texte au cordeau, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est-à-dire qu'on arrive et on se demande comment on va terminer la journée. Donc ça, c'est l'école de la rapidité et en même temps d'être dedans tout de suite. On change de plan, on passe au champ contre champ. Nous, on fait 20 minutes de film par jour. Par rapport à un film de cinéma, on va presque 15 fois plus vite. C'est c'est artistique et industriel. C'est ça la belle chose de Plus belle la vie. On usine de l'art, voilà. Cela fait maintenant 3 semaines que l'équipe a débuté le tournage de Coup de feu pour Barbara. Et Léa François commence même à accuser le coup. On est au taquet. Non mais on commence un peu à fatiguer. On fait des bonnes journées. Aujourd'hui j'ai 9 séquences, donc c'est ma première sur les 9, mais je sens que la journée va être... Action. Évidemment, la hantise des équipes techniques et des producteurs, l'aléa qui peut faire perdre beaucoup de temps et donc d'argent sur un tournage, c'est le fou rire. Ouais, ça arrive quand même souvent, les fous rires. Donc, bon, on essaye de se retenir et puis voilà, on est rappelé à l'ordre aussi. Vraiment, on n'a pas le temps, quoi. Hello.
Salut. Pourquoi t'es pas venu dans mon week-end, cette maison? Allez, on y retourne. Donc non, on essaie de se contenir, mais des fois, il suffit d'une bafouille, d'un lapsus, et puis ça y est, on est tellement à fond toute la journée qu'au moindre truc, on est mort de rire. Mais me fait peur. Oui, elle est en train de se préparer. Hein. Ouais, pour la crèche. Ah ouais. Madame Marcy est chez elle? Oui. Pardon. Madame Marcy est chez elle? Oui. Elle est en train de préparer Noé pour l'emmener à la crèche. Vous pensez que je peux passer la voir? Je pense, oui. Monsieur Cassard. Non, Lucas. Lucas. Monsieur Cassard. Monsieur Lussagne. Allô? Ah, toi aussi, tu vas y passer. Je l'ai à Compostelle sur les genoux. Non. Va te faire composter par le père Mathieu. Toutes les scènes avec Laurent sont difficiles. Il a l'œil qui frise, moi j'adore rire, et ça part très très vite en cacahuète. Eh, vous vous taisez là tous les deux? On vous entend gueuler dans le bar. Ouais, tous les deux. Capitaine. Y'a pas de quoi. Merci. Ce matin, t'étais peut-être mal à l'aise. Quoi? Avec le succès de Plus belle la vie, Stéphane Hénon et Léa François sont devenus des comédiens extrêmement populaires, adorés par une armée de fans. Ils ont un rapport avec nous assez surprenant. C'est tout de suite, ils nous tutoient. Des fois, on me dit « Ouah, Barbara, c'est toi !» Je dis « Bah oui, oui, fais-moi mytho !» Ils s'approchent de nous, ils nous touchent, on fait partie de leur famille. C'est un peu normal, tous les jours on est avec eux, on mange avec eux, on dort avec eux, tous les soirs. On se rend pas compte parce que c'est vrai qu'on fait finalement juste notre travail. Alors souvent, on vient et puis on nous raconte la vie de nos personnages toute la journée. « Ah, salut, t'es Barbara et tout, ouais. Ouais, même que tu joues dans Plus belle la vie et tout, ouais. » J'ai même eu un jour, je dormais dans le train. Même c'est avant Tardis, oui. Même t'es la fille de Léo et tout, t'es la meuf d'Abdel, oui. Et j'ai eu quelqu'un qui est venu et qui me fait « Hey, Power !» Je dormais bien, hein. Les gens, voilà, il n'y a pas de filtre, hein. C'est-à-dire qu'ils passent directement, ils voient le personnage, ils voient Bauer, et ben, ils viennent le réveiller, hein. Il n'y a pas de souci, ils ne se gênent pas. Donc, les réactions, des fois, sont tellement démesurées. Je me souviens, je suis rentré dans une boîte avec des potes. J'avais l'impression d'être Brad Pitt, quoi. Je me suis retrouvé au milieu de cette pièce, donc finalement assez étriquée, avec ce son à fond et les gens qui se retournaient petit à petit vers moi. Puis d'un coup, j'ai eu mais c'était n'importe quoi, c'était le bordel, hein. Tout le monde s'est jeté sur moi, les filles enlevaient leurs t-shirts pour que je leur dédicace sur la poitrine, sur les fesses. Enfin, c'était improbable, complètement improbable. mais qu'est-ce que tu veux dire? En fait, les gens te donnent tellement d'amour que tu peux rien dire. Outre le fait d'être souvent arrêtés dans la rue, Plus belle la vie a changé Stéphane Hénon et Léa François de manière plus profonde. Qu'est-ce que ça a changé Plus belle la vie dans ma vie? Je dirais à peu près tout. J'étais à la fac. Du jour au lendemain, je me suis téléportée à Marseille. C'est-à-dire que les comédiens avec qui on tourne, la plupart on est à l'hôtel, ça veut dire qu'on se réveille ensemble, on déjeune ensemble le matin, on va tourner ensemble, on mange ensemble, on sort ensemble le soir. Oui, c'est vrai que Plus belle la vie, ça m'a apporté beaucoup de choses. De travailler déjà, beaucoup. Et j'ai rencontré aussi ma femme ici. Voilà, c'est une belle rencontre, qui n'est pas du tout comédienne. Donc n'essayez pas de savoir qui c'est, n'allez pas chercher chez les comédiennes. Ce n'est pas une comédienne. Non, je pense que je vais finir vieux flic raciste. Voilà, avec 8 enfants, 3 femmes
et toujours Titine. Et ce que je souhaite à Barbara, qu'elle continue de s'épanouir, je pense qu'elle est sur la bonne voie. Donc qu'est-ce que je lui souhaite? C'est ce qu'elle a envie en fait, c'est-à-dire d'ouvrir son resto, d'avoir un jour une étoile en cuisine, de prendre un appart avec Abdel, qui continue d'être ensemble, j'aimerais bien. Il y a quelques années, Plus belle la vie accueillait deux nouveaux personnages, un flic raciste et une jeune fille rebelle. Deux rôles à la durée de vie limitée. Une période d'essai remportée haut la main par deux comédiens qui ont su imposer leurs personnages, apporter leur humanité, créer l'envie. Une envie qui est loin de s'essouffler car nous parions ici que ces deux-là sont partis pour durer.